Pont-Neuf, Shlomo Malka. Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Joël Belhassane, pour un livre d'initiation à l'apprentissage de la langue chinoise paru aux éditions de la Compagnie. Joël Belhassane, bonjour. Bonjour. Ni hao, c'est comme ça qu'on dit Ni hao. Ni hao. Qui veut dire bonjour. Eh bien, et merci d'être là. Xie xie. Xie xie. Xie xie, c'est merci. Alors, vous êtes inspecteur général, je vous présente, inspecteur général de chinois, président de l'association européenne de chinois et vice-président de l'association mondiale. Vous êtes ancien professeur aux Langues. Dites-nous d'abord d'où vient chez vous cette attirance pour la langue chinoise. Comment c'est né ? Eh bien, figurez-vous que je me suis longtemps interrogé sur ce qui m'a fait, il y a un peu plus d'un demi-siècle, m'engager sur le chemin du chinois. C'est-à-dire qu'il y avait probablement des ressorts intérieurs, presque inconscients. Alors, je ne sais pas s'il y a des études sur les questions que l'on pose le plus souvent aux gens. Par exemple, comment vous appelez-vous ? Que faites-vous ? Moi, la question qu'on m'a le plus souvent posée dans ma vie, c'est « Pourquoi avez-vous fait du chinois ?» Et j'ai mis du temps avant de trouver la réelle réponse. Curieusement, je me suis engagé juste après le baccalauréat à Paris dans des études de chinois. J'en ai fait 4 ans, ça a été ma spécialité. Mais pour moi, c'était la langue de la Lune. C'est-à-dire la langue d'un pays où à l'époque on ne pouvait pas aller. Et mes amis, mes parents me disaient « Mais que vas-tu faire avec ton chinois ?» Je ne savais pas très bien quoi répondre. J'étais poussé par une motivation, c'est vrai, très forte, probablement par l'étrangeté de l'écriture. Et j'ai un jour, bien longtemps après, trouvé enfin la réponse. Elle vaut ce qu'elle vaut. J'ai fait du chinois pour qu'un jour, comme vous, on me demande « Pourquoi avez-vous fait du chinois ?» Vous avez fait des recherches d'ailleurs sur les motivations qui amènent à s'intéresser à la langue chinoise. Ce dont je peux témoigner, parce qu'on peut le dire aux auditeurs, nous avons été condisciples à Guy Patin. Exactement. Je ne sais pas s'il faut dire maintenant Guy Patine, parce que vous savez que, voilà, non, mais c'était Guy Patin, et nous étions ensemble, et je me souviens de vous déjà. Alors on disait, il y avait un mystère autour de vous, on disait, il apprend le chinois, il s'intéresse à la langue chinoise. Donc ça remonte à loin. Pour dévoiler la vie interne de Guy Patin, ceux qui ne faisaient pas médecine étaient déjà regardés d'un œil assez intrigué. Mais alors, parmi ceux qui ne faisaient pas médecine, ceux qui faisaient chinois, je crois que dans toute l'histoire de Guy Patin, il n'y en a eu qu'un. Et voilà, je ne savais pas que ça me permettrait un jour d'aller sur la Lune, parce que pour moi, c'était la langue de la Lune, et c'est probablement la raison pour laquelle j'ai choisi le chinois. En tout cas, c'est la conclusion que j'ai tirée bien après. Mais qui m'aurait dit... C'était probablement un lieu inspirant, parce que il y a beaucoup de... permettez-moi, moi-même, c'est la première fois que j'avais lu du Lévinas, dont j'allais devenir un peu le biographe. Mais c'est là que c'est né. Et je me souviens que je me disais, tiens, Joël, il s'intéresse aux Chinois. Et ça deviendra peut-être un spécialiste du chinois, ce que vous êtes devenu, mondialement. Alors, ce dont j'étais loin de me douter, c'est que ce pays qui pour moi était la Lune, dont j'allais étudier la langue, l'écriture et la culture, que j'irais des centaines de fois dans ce pays-là, qui pour moi était la Lune. Donc c'est le pays où je me suis rendu le plus de fois. Je ne compte plus, au début je comptais, je dirais que ce serait sûrement à peu près 500 fois. Alors vous connaissez les moindres recoins de la Chine, vous voyagez beaucoup là-bas, ça a dû vous manquer quand même le fait d'être sevré depuis 2 ans de Chine.
Bien, avant la pandémie, je me rendais une fois par mois en réponse à des invitations à des conférences académiques dans mon domaine, c'est-à-dire l'enseignement, l'apprentissage de la langue et de l'écriture chinoise, ou alors parfois j'étais invité seul pour des séjours d'1 ou 2 ou 3 semaines dans des universités pour des conférences, bien sûr dans mon domaine, y compris sur le plan culturel, les relations culturelles entre la France et la Chine depuis Louis XIV, mais surtout sur l'enseignement du chinois. Et vous vous êtes intéressé quand même, enfin c'est la langue chinoise qui vous a intéressé plus que la Chine de manière générale? Alors, écoutez, je vais partager avec vous une petite séquence de vie authentique à l'époque où j'étais à Guy Patin. Eh bien, quand on apprend le chinois, à la différence de l'apprentissage de toutes les autres langues, on apprend un, puis 2, puis 3, puis 10, puis 100, puis des milliers de signes, comme des visages sur lesquels il faut mettre un nom. Et ces signes sont des signes de sens. Et donc, dès que j'ai commencé à apprendre et à reconnaître une dizaine de signes, je me suis débrouillé un journal chinois et j'essayais de retrouver ces signes. Eh bien, je vais partager avec vous quelque chose. Il m'arrivait très souvent de rater des stations de métro parce que j'étais absorbé par cette volonté de retrouver les quelques signes. Je ne comprenais rien au journal. Les quelques signes que j'avais appris. Et c'est devenu une marotte. Nous nous sommes rencontrés dernièrement et vous m'avez cité un psychanalyste avec qui vous évoquiez les raisons de cette attirance pour la langue chinoise et qui vous a répondu l'hébreu. Oui, j'ai rencontré ce professeur de philosophie et psychanalyste qui m'avait beaucoup marqué lorsque j'étais en classe de terminale. Et une des questions que je lui ai posées, ou quelque chose que je voulais partager avec lui, c'est le fait que je m'interrogeais sur la question que vous m'avez posée. Mais pourquoi avez-vous fait du chinois? Pourquoi ai-je fait du chinois? Et alors que je m'interrogeais à voix haute devant lui, il a lâché un mot, rien de plus, sans aucun commentaire. Il m'a dit avec un haussement d'épaule d'évidence, l'hébreu. Et là, mais alors, qu'est-ce qu'il entendait par là? Est-ce que ça voulait dire, par exemple, qu'il fallait rapprocher les lettres carrées et le système de vidéogramme? Alors j'avoue que je ne sais pas, parce que comme tout psychanalyste, il était de peu de mots, il avait juste lâché ce mot, mais bien sûr, je me suis interrogé. Et voici mon interprétation. Il y a un point commun entre l'hébreu écrit et le chinois écrit, c'est que ce sont des écritures qui ne se livrent pas totalement. Il y a quelque chose derrière. Alors, sans aller jusqu'à la tradition kabbalistique, etc., il y a des choses derrière. Il y a du symbolique, il y a de la polysémie, etc. Et le chinois, bien sûr, de ce point de vue-là, nous sommes gâtés. Donc, je pense que c'est ce qu'il entendait par là. Et en ce sens-là, je trouve que c'était assez pertinent. Alors, vous m'avez montré aussi une photographie où l'ancien président de la République, Giscard d'Estaing, tenait en main votre livre, d'ailleurs c'est une photo avec vous aussi, et il s'était mis un moment au chinois. Oh, plus qu'un moment. Je pense que... Je l'ai rencontré d'ailleurs à ce sujet, il m'a très gentiment reçu il y a une douzaine d'années dans sa résidence parisienne. J'avais dit à son secrétariat que je voulais simplement qu'il m'accorde un entretien sur pourquoi il s'était engagé dans l'apprentissage du chinois. Ça a été un véritable engagement, disons à partir d'une 60aine d'années. Quand il m'a reçu, je ne m'y attendais pas, avec ma méthode d'initiation à la langue chinoise à la main, parce que c'était son manuel d'apprentissage. Et donc, pendant 2 heures, nous avons conversé. Il m'a dit que lorsqu'il a été en visite officielle comme président de la République en Chine, il n'a pas supporté d'avoir affaire à une écriture autour de lui qui était opaque, absolument pas transparente. Et pour lui, ça a été comme un défi à relever. Et on sait que parmi toutes les motivations qui engagent quelqu'un dans le chinois, le défi est quelque chose d'important. C'est une écriture opaque,
Il y a des milliers de signes. Eh bien, précisément pour ces raisons, je vais m'y engager. Ça a été clairement la motivation du président Giscard d'Estaing. C'est un peu comme quand vous allez à Moscou, que vous prenez le métro et que les stations de métro sont indiquées en cyrillique et ça vous agace de ne pas comprendre, de ne pas savoir en plus où vous êtes. C'est du même ordre. La différence, c'est que ce soit pour l'alphabet cyrillique, pour l'alphabet hébreu, arabe, je crois que si on s'enferme 2 ou 3 jours chez soi, on a relevé le défi et ces écritures commencent à être transparentes. En chinois, non. En chinois, la comparaison est vraiment valable. Essayez de vous dire que vous devez mettre en mémoire des milliers de visages humains. Parce que les caractères chinois, c'est ça, ce ne sont pas des lettres, des visages humains sur lesquels vous devez mettre un nom à chaque fois. Et c'est ça. Et donc vous engrangez petit à petit 1, puis 2, puis 3, puis des centaines, puis quelques milliers de signes. Et c'est seulement à partir de 2000 et quelques signes que vous commencez à pouvoir vous plonger dans la lecture d'un journal ou d'un roman chinois. Mais avant, vous êtes analphabète. Pendant 2 ans, 3 ans d'études, vous êtes analphabète. Vous commencez à parler, mais vous ne savez pas lire, ni écrire. C'est-à-dire, c'est au fond, il y a toute une histoire derrière une image, derrière un signe. Voilà, ce sont des symboles. Il y a toute une philosophie aussi, peut-être. Absolument, ce sont des symboles de sens. Il y a le signe de l'éclair, il y a le signe du cerveau. Et si vous les mettez ensemble, ça veut dire ordinateur. Pourquoi ? Cerveau, éclair et électrique, c'est pareil, c'est le même symbole. Eh bien, cerveau électrique, et électronique, c'est la même chose, ça va donner ordinateur. Et ainsi de suite. Si vous mettez vieux et maître, ça va donner professeur. Vieux, bien sûr, avec une connotation de politesse, etc., etc. J'avais suivi un moment un cours avec le professeur Schifrin à l'université hébraïque de Jérusalem et il montrait par exemple, alors je ne sais pas si ça correspond à quelque chose, mais en tout cas c'est une image qui m'est restée, que le bonheur figure sous la forme d'une femme sous un toit, et le malheur de 2 femmes sous un toit. Alors, c'est pas tout à fait ça. Une femme sous un toit, cela signifie s'installer et donc trouver une certaine stabilité. Et donc, cela a donné le sens de tranquillité, de paix, de paisible, un peu le shalom chinois, si vous voulez. Alors que 2 femmes en même temps, cela peut signifier l'instabilité, parfois les tirailleries, etc. Enfin, c'est assez bien vu. On parlait de Giscard d'Estaing. Il y a eu quand même un temps où la Chine intriguait et fascinait beaucoup de monde en France. Je laisse même de côté la période de la gauche pro-chinoise. Est-ce que cette fascination est toujours là ? Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui ? Alors, la Chine, d'abord, a peut-être été la focalisation maximale de l'attention et de la curiosité des Français, mais plus globalement même des Européens. Curieusement, une civilisation comparable, comme l'Inde, n'a pas exercé une telle attraction. Et la véritable question, ce serait de se demander pourquoi. En tout cas, depuis Voltaire, c'est un lieu de focalisation intense de l'attention des intellectuels ou même du grand public, etc. La Chine était accompagnée immanquablement était associée au terme de mystère, mystérieux. Et bien sûr, on sait que chez nous, le mystère, quelque part, a un sens positif. C'est-à-dire, qui dit mystère dit qu'on veut aller à sa découverte. Et ça a été le cas de la Chine. Aujourd'hui, depuis quelques décennies, bien sûr, nous sommes dans un monde globalisé. La Chine a perdu une bonne partie de sa transparence. Le chinois a gagné en valeur d'usage parce que les distances sont rapprochées. Mais donc aujourd'hui, l'attrait est différent. Il est peut-être plus pratique
parce qu'on sait que la Chine est incontournable au plan des échanges économiques, commerciaux, culturels et autres. Et donc, comme disait Bob Dylan, les temps changent. Ah, et il disait ça, Bob Dylan. Ben, je ne savais pas, mais c'est quelle chanson, ça? The time are changing. D'accord. Ok. On disait à l'époque, quand la Chine s'éveillera, c'était le titre du livre d'Alain Perfit, la Chine est désormais éveillée. Il faut bien qu'on parle un peu de ça. Est-ce qu'il faut redouter une présence plus offensive sur le plan, sur la scène internationale? Je crois que c'est déjà le cas. Finalement, la Chine est en train de retrouver, on ne le sait pas, la puissance qu'elle a eue il y a des siècles. Pendant des siècles, elle a été de fait, à une époque où il n'y avait pas de statistiques et où il n'y avait pas de mondialisation, elle a été la première puissance. Elle a eu, au plan de la technologie, du développement de la société, une avance considérable, y compris sur l'Europe. Mais ceci, nous n'en avons pas gardé la mémoire. Elle est en train de retrouver cette position, c'est-à-dire de concurrence avec les États-Unis, puisque c'est aujourd'hui, bien sûr, le thème et c'est l'axe un petit peu de la politique gouvernementale chinoise aujourd'hui, c'est de se mesurer aux États-Unis, de leur disputer le leadership, et avec bien sûr une puissance économique notamment très importante. Alors vous revenez de Taïwan. Est-ce que 2023 sera l'année où les revendications sur Taïwan vont se faire plus affirmées? Alors, les revendications continentales sur Taïwan depuis quelques petites années se sont faites plus dures, hein, et sur un ton, comme vous venez de le dire, beaucoup plus affirmé et beaucoup plus offensif. Je suis allé à Taïwan une semaine pour une conférence. J'ai bien sûr interrogé mes collègues et amis que je connais là-bas. Eux ne croient pas vraiment à un passage à l'acte, probablement parce que la Chine a toujours eu en elle un pragmatisme et elle fait quand même très attention à l'état économique de son propre territoire, de la population, et il y a peut-être peu de probabilité aujourd'hui qu'elle se lance dans une aventure, une guerre étant toujours une aventure et pas au meilleur sens du terme, bien entendu. Alors, on a beaucoup écrit sur les Juifs et l'Empire du Milieu, la présence juive en Chine. Ça reste essentiellement centré sur Shanghai ou ça déborde? Alors, s'agissant d'une présence juive, elle est aujourd'hui quasi exclusivement le fait d'expatriés, américains, australiens, européens, français, etc. Et donc, bien sûr, avec, comme c'est le cas à Shanghai, où il y a la plus grande communauté étrangère aujourd'hui, avec même présence de synagogues. Ça, c'est une chose. Maintenant, d'une présence plus traditionnelle, là, il faut remonter à une dizaine de siècles en arrière. Et là, c'est dans le centre de la Chine, dans la célèbre ville de Kaifeng, qui a été une capitale impériale. Mais sinon, la présence du judaïsme, à mon avis, ce n'est pas tellement là qu'il faut la chercher aujourd'hui. C'est plutôt dans l'imaginaire chinois ou dans dans l'attention que portent les Chinois au judaïsme, aux juifs, à la culture juive. Pour vous donner un exemple très, très simple, très concret, si vous allez dans la plus grande librairie de Pékin aujourd'hui, très vite, à 5 mètres après l'entrée, vous allez trouver un rayon entier consacré, comme il y en a consacré à l'Europe, comme il y en a consacré à la littérature ou à l'économie, consacré au judaïsme. Alors, vous trouverez pêle-mêle comment les Juifs ont réussi dans la vie. Vous trouvez les valeurs de l'éducation au sein des familles juives, etc., etc. Donc il y a un intérêt universitaire pour le judaïsme, mais il y a un intérêt aussi dans les médias, dans l'édition, dont
on a des témoignages depuis maintenant quelques années. Donc, ça dure dans le temps. Oui, il y a une relation un peu de fascination, presque d'auto-reconnaissance, puisqu'on sait que la culture chinoise porte une grande attention aux valeurs d'éducation des enfants et aussi aux valeurs de l'écrit. Et donc c'est probablement là un point de rencontre entre ces deux cultures. Alors, un mot quand même de du recours désormais au Pfizer en Chine et de l'ouverture des portes. Est-ce que ce recours au Pfizer n'est pas l'aveu d'un échec total de la politique suivie jusqu'à présent? Oh, mais il en va de la situation actuelle comme de toute société à système extrêmement vertical, et donc la première caractéristique d'un système vertical, c'est qu'on ne contredit pas, on applique, même si l'on est face à des mesures politiques peu, voire pas du tout rationnelles. C'est ce qui est en train de se produire actuellement en Chine. Alors, vous étiez invité dernièrement à Tel Aviv pour un congrès sur l'enseignement du chinois. Vous avez participé aussi à de nombreux colloques sur le cinéma chinois. C'est un cinéma qui se développe et qui attire du monde. Et oui, parce que on sait que le cinéma créatif provient toujours d'un phénomène d'émergence économique, culturelle, etc. Nous avons connu ceci, l'Italie, avec son néo-réalisme, a connu cela après la guerre, la France également. C'est devenu un cinéma à la mode avec Kong Lee, cette star du cinéma chinois. Exactement, et on a connu, et c'est heureux bien sûr, parmi les cinémas émergents, le cinéma chinois avec des grands metteurs en scène, et notamment cette actrice Gong Li, oui, tout à fait. Que vous avez rencontré ? Non, mais un de mes anciens élèves de chinois, qui a été en poste à Pékin pour une grande société française, lui a fait signer son contrat d'image. Eh ben, il a beaucoup de chance parce que c'est vraiment une grande actrice. Merci, Sei. C'est ça ? Siessier. Voilà. C'est dans l'autre sens. Merci beaucoup, Joël Belhassane. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre d'initiation à l'apprentissage de la langue chinoise, paru aux éditions de la Compagnie, et qui a été un best-seller mondial, et que vous avez été inspecteur général du chinois, président de l'association européenne et vice-président de l'association mondiale du chinois. C'était Pont Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Bon dimanche à tous.